En tout cas, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une loi de séparation de l'État et de l'argent. Ce que je veux dire, c'est que là, ils sont accusés de prise illégale d'intérêt. Mais c'est leur métier. C'est leur métier. De quoi ? C'est leur métier de livrer le pays à des intérêts privés. Je veux dire, c'est pas leur intention première. Leur intention première, c'est de faire en sorte que la vie des Français soit meilleure, et que la France soit plus puissante et plus prospère. Je conteste absolument l'intention première de M. Macron est d'abord de faire profiter les intérêts de ses amis financiers. Mais vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire, que son intention première est criminelle d'une certaine manière ? Non, je dis son intention première est d'abord de satisfaire les financiers de ce pays. Oui, je le dis, M. Corbet. Emmanuel Macron, son secrétaire général de l'Élysée, donc son bras droit, certains le décrivent comme son deuxième cerveau, Alexis Kohler, est mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans l'enquête sur ses liens avec l'armateur MSC, en fait, qui appartient au cousin de sa mère. Sur ce plateau, hier matin, au micro d'Apolline de Malherbe, Marine Le Pen a dénoncé le pantouflage. Et elle a annoncé qu'il y aurait Alors, pantouflage, en fait, c'est des hauts fonctionnaires qui vont travailler dans le privé. Comme M. Macron, quand il était dans le public, qui est parti dans une banque d'affaires et qui revient d'abord à l'Élysée pour conseiller François Hollande et maintenant comme président de la République. C'est ça du pantouflage et du rétro-pantouflage. Donc, Marine Le Pen dit qu'elle va déposer une proposition de loi pour encadrer plus sévèrement ce pantouflage. Est-ce que vous pourriez la voter ? Vous savez, on parle de lobby. Mais lobby est un mot trop faible. Aujourd'hui, lobby suppose une pression de l'extérieur sur les institutions, sur l'État. Mais non, c'est pas ça. Le lobby est à l'intérieur aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est une colonisation par l'intérieur de l'État. Et colonisation. Bah oui, enfin, ils ont été élus. Non, mais M. Kohler n'a pas été élu. Non, mais Emmanuel Macron a été élu. Il choisit les collaborateurs qu'il souhaite. Dans le cas de M. Macron, avant son élection, il y a déjà eu un premier tour qui fait qu'il a été adoubé par des intérêts privés. Il est allé voir un certain nombre de grands patrons qui ont misé sur lui. Et ensuite, il y a eu un premier tour devant le peuple et un deuxième tour devant le peuple. Mais il y a eu un tour avant. Et c'est d'abord par des intérêts privés. C'était le candidat choisi par les patrons. Oui, bah, tout à fait. Et ça, je l'ai documenté. Donc, toutes les semaines, il allait dîner chez M. Bernard Arnault, première fortune du pays. En 2017. Tout à fait. En 2022, il n'avait plus les mêmes besoins. Vous savez que M. Kohler a agi dans ce sens dans plein de dossiers. General Electric. Quand il rachète Alstom, est-ce que vous croyez que c'est dans l'intérêt des Français ? En tout cas, lui, peut-être qu'il avait tort, mais du point de vue, à ce moment-là, du ministre des Finances, c'était dans l'intérêt de la France. Non, absolument pas, c'était documenté. C'est dans l'intérêt de plein de cabinets de conseil, c'est dans l'intérêt de M. Bouygues, c'est dans des tas d'intérêts privés, mais ce n'est pas dans l'intérêt des Français. Quand Nokia a Alcatel qui est bradé, est-ce que c'est dans l'intérêt des Français qu'on laisse partir un pan de notre industrie comme ça ? Quand aujourd'hui, on a un enrichissement absolument prodigieux, les 5 premières fortunes françaises ont vu leur fortune tripler sous l'ère Macron. Est-ce que c'est dans l'intérêt des Français ? Quand on a Total qui fait des profits, des surprofits, des surprofits, et alors que l'Europe le dit, alors que le Royaume-Uni le fait, alors que l'Espagne le fait, on a M. Macron qui ne bouge pas le petit doigt, c'est presque toutes les semaines qu'il y a des choix qui sont effectués pour les intérêts des financiers et contre les intérêts des Français. La semaine dernière, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé sur la pêche dans la Manche ? Il y avait déjà eu la pêche électrique, il y a quelques années, qu'avait laissé faire le président Macron. Ça avait profité aux financiers néerlandais de la pêche et pas du tout aux pêcheurs locaux qui avaient été atomisés, tout comme les ressources en poissons avaient été atomisées dans la mer du Nord. Maintenant, c'est dans la Manche que ça se passe. Et de la même manière, là, il y a eu un choix fait par le gouvernement de soutenir les financiers néerlandais de la grosse pêche plutôt que les pêcheurs artisanaux. François Ruffin, pourtant, vous souhaitez que la réforme des retraites passe par référendum. Dans cette campagne présidentielle qui a été perturbée par la guerre en Ukraine, il y a peu de propositions qui ont vraiment émergé dans la campagne d'Emmanuel Macron, ou en tout cas qui ont été vraiment identifiées par les Français, mais il y en a bien une, c'est le passage de l'âge légal à 65 ans. En quoi Emmanuel Macron n'a, selon vous, pas le mandat donné par l'élection présidentielle pour mener cette réforme, et pourquoi faudrait-il la passer par référendum ? Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, ce qui a besoin pour le pays dans la durée, c'est de l'apaisement. On est dans un moment où le pays est exaspéré par 2 ans de crise du Covid. Ouais. Il est fatigué, il est usé. Derrière, on a une élection d'Emmanuel Macron qui, excusez-moi, mais se fait quand même au raccro, il est sans élan, sans enthousiasme. On a bien parlé de l'âge légal à 65 ans, tous les Français l'avaient bien entendu, cette proposition. Je ne conteste pas. Et il le fera seul, sans les syndicats. Il le fera seul sans... Il a le mandat des Français, il a été élu là-dessus. Il a le mandat des Français quand on a aujourd'hui 70 à 80% des Français qui se déclarent opposés à cette réforme. C'est ça que vous appelez le mandat des Français. Ils étaient déjà au printemps et ils ont malgré tout l'élu président de la République. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va accroître un sentiment qu'ont les Français dans la durée, c'est que la démocratie se fait sans le peuple, voire contre le peuple. C'est déjà été le cas au moment du traité constitutionnel européen. En 2005, ouais. Ça a été le cas
au moment de la crise des Gilets jaunes, où il n'y a pas de compromis social qui est passé, et ça va accroître le sentiment que à quoi bon être en démocratie, si jamais, quand on est 70 à 80% à penser qu'il faut pas ça. Et vous savez, en plus, le premier adversaire de cette réforme, pour moi, c'est Emmanuel Macron lui-même. Vous avez vu ce qu'il disait à propos de la retraite à 62 qui serait rallongé. Il disait c'est pas possible d'aller faire ça. Jamais les Français n'accepteront ça. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas banquier d'affaires ou conseiller chez McKinsey, quand on arrive à 60 ans, déjà on a plus de la moitié des Français qui ne travaillent pas parce qu'ils se sont fait opérer du poignet, se sont fait opérer du coude, se sont fait opérer des épaules, et donc tenir 2 années supplémentaires, c'est pas possible. C'est Emmanuel Macron lui-même qui le disait. François Ruffin, cette nuit, l'Assemblée nationale, et vous êtes évidemment député, l'Assemblée nationale a adopté la mesure clé de la réforme de l'assurance chômage. Je résume pour simplifier, c'est une sorte de... Les indemnisations seraient plus élevées quand le chômage est élevé, les indemnisations seraient plus faibles quand il y a un chômage plus faible et quand en fait il y a des postes non pourvus. En ce moment, il y a des centaines de milliers de postes non pourvus. Il y a plein de gens qui nous écoutent, qui sont boulangers, restaurateurs, menuisiers, qui ont du mal à trouver des salariés pour les postes, et ça met en danger leur entreprise. En quoi ce principe vous semble détestable, cette idée d'une modulation des indemnités en fonction du marché du travail? Je veux dire déjà qui ça frappe concrètement. Moi, j'avais une assistante maternelle qui s'appelle Cindy, de nom son prénom, qui a travaillé pendant la crise Covid, qui, bien que souffrant d'obésité, a pris des enfants de soignants avec angoisse. Elle a fait le boulot. C'est d'elle dont Emmanuel Macron disait il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces hommes et ces femmes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Est-ce qu'à la sortie de la crise Covid, il y a eu une amélioration de son salaire, une amélioration de ses horaires, de son statut, de ses revenus? Rien. Elle a rien vu. En revanche, là, elle perd 2 contrats. Vous savez, elle avait 4 enfants, il y en a 2 qui entrent à l'école, elle perd 2 contrats. Elle se dit bon, bah alors, je vais aller me tourner vers Pôle emploi pour avoir un complément de revenu. Eh ben non, Pôle emploi, il n'y a plus rien avec la première réforme qui a eu lieu l'année dernière. Eh oui. Et donc, elle passe de 1 700 € à 1 000 € par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses enfants, elle les met plus à la cantine. Ça veut dire qu'elle se restreint, il n'y a plus de légumes sur le marché, il n'y a plus de viande rouge. Ça veut dire qu'elle fait pas d'activité Zumba. Ça veut dire que très concrètement, elle me dit, moi j'ai des insomnies, je dors plus la nuit. C'est-à-dire que la réforme qui a été mise en œuvre l'année dernière et qui est complétée cette année finalement. Prolongée, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que ceux qui sont frappés aujourd'hui, c'est ce qu'on peut appeler les permittents. C'est-à-dire des gens qui parfois travaillent, parfois travaillent pas. C'est exactement ceux qui étaient les travailleurs de la 2e ligne, ils étaient au cœur de ça. Mais vous les avez croisés, ces gens-là, ces Français, qui voudraient que certains soient incités de façon un peu plus forte à retrouver du travail et à chercher du travail. Vous savez, la plupart des chômeurs, la très large majorité des chômeurs ne sont pas indemnisés aujourd'hui dans notre pays. Il y en a même plein, une étude est tombée, qui ont des droits au chômage et qui n'y font même pas appel. Donc, et aujourd'hui, personne ne dira, je pense que vous le direz pas, je pense qu'aucun ministre ne voudra ça, se dire, moi je vais aller vivre avec les 500 € du RSA. Non, bien sûr, mais en même temps, il y a des Français qui vivent avec peu, qui sont agacés et en colère. Vous savez que moi, je défends le travail, la valeur du travail et la valeur travail. La question, c'est aujourd'hui, comment on fait pour vivre de son salaire? Moi, je viens avec une chose simple. Mais ceux qui ne veulent pas retrouver le travail, ceux qui ne cherchent pas suffisamment de travail. D'abord, aujourd'hui, il y a des gens qui sont détruits par le travail, détruits par l'univers du travail. Parce que c'est un univers qui peut être difficile. Le travail est un identifiant social vachement important. On se réalise en réalisant. C'est comme ça qu'on s'émancipe. Et donc, moi, je suis partisan aujourd'hui de Roosevelt 1942, c'est-à-dire voilà, on met toute notre énergie, tous nos capitaux, tout notre savoir-faire au service d'une cause aujourd'hui qui est l'économie climatique. Et là-dedans, il n'y a pas une paire de bras, il n'y a pas un cerveau qui doit ne pas être indispensable. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on donne une fierté du travail, et c'est pas quelque chose, parce que le travail, il est maltraité depuis 40 ans. Il est maltraité par des gens qui délocalisent à l'autre bout du pays, il est maltraité du monde, il est maltraité par le salaire d'un enseignant, c'était 2,3 fois le SMIC en 1980. Aujourd'hui, c'est 1,2 fois le SMIC. Donc, aujourd'hui, on a une maltraitance du travail, et pourquoi aujourd'hui, c'était votre question initiale, les postes ne sont pas pourvus? Il y a des études du ministère de la DARES, donc du ministère du Travail et des Affaires sociales, qui montrent très bien qu'à 80%, il y a des gens qui sont pas formés. Donc, il y a une question de formation. Si vous voulez demain faire de la rénovation thermique, parce qu'on a besoin de rénover des centaines de milliers de bâtiments, ça veut dire qu'il faut des centaines de milliers de personnes. Autre question d'actualité, ce qui s'est passé hier après-midi à l'Assemblée nationale, séance assez tendue, première séance de questions, ça a été tendu notamment après une question
de la chef du groupe Renaissance, Aurore Berger, qui évoquait, sans le citer, votre collègue insoumis Adrien Quatennens. Dès le lendemain de son communiqué, j'ai dit que je souhaitais une mise en retrait, qu'elle me paraissait nécessaire à la fois dans le mouvement et dans le groupe parlementaire, le temps que les esprits s'apaisent, qu'on voit quelle est la nature des faits, et ainsi de suite. Mais je veux quand même répondre à Madame Berger. Je veux dire, comme aurait dit le Christ, il faut quand même regarder la poutre qu'on a dans son œil plutôt que la paille dans l'œil du voisin. Quand on a sur les bancs de Renaissance, aux côtés de Madame Berger, Damien Abad, qui a été sorti du gouvernement. Oui, mais d'accord, mais il est là, il est à l'Assemblée. Et manifestement, sa démission n'est pas posée sur la table. 4 femmes l'accusent de viol. Il y en a 2 qui ont bu un verre avec lui, qui se sont retrouvés avec une substance chimique, et finalement derrière, nus dans une chambre d'hôtel, d'après leur dire. Et c'est sur les bancs. Ah, mais oui, mais quand on a comme ministre Monsieur Darmanin des faveurs sexuelles, et en échange, qu'est-ce qu'il fait? Il tente d'influencer la justice. Des faveurs sexuelles, et en échange, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un logement, il trouve un emploi. Avec des messages qui sont parus dans la presse, très insistants sur une femme qui s'est considérée comme violée et qui lui dit ne me contactez plus, oubliez mon numéro. La justice a enquêté et il y a eu des non-lieux dans les deux affaires. Il y a eu des non-lieux. On peut revenir sur la distinction entre sanction et punition par la loi. Non. Monsieur Darmanin, que dit la psychologue qui observe l'une de ses victimes? Elle dit qu'on est dans une situation de soumission et d'emprise, en état de choc avec des troubles dissociatifs. Vous voulez dire qu'il y a une hypocrisie d'Aurore Berger? C'est pas une hypocrisie. C'est carrément 2 poids 2 mesures. Enfin, je le dis, il faut qu'elle regarde la poutre qui est dans son œil. Maintenant, il faut sortir de. Il s'agit pas de se jeter des cas comme ça tous azimuts. Mais maintenant, il faut distinguer 2 choses. Il faut distinguer la loi, le tribunal. Et il y a des sanctions qui peuvent être prises par des partis politiques. Je pense qu'il nous faut une charte nationale. Il nous faut une charte nationale parce que vous savez, c'est pas seulement les partis, c'est les syndicats, c'est les associations, c'est les entreprises, qui fait que quand il y a un cas qui se produit comme ça, l'agresseur ou la personne qui est mise en cause, eh bien, elle se retrouve pas à continuer à être là entre les murs. Il y a un temps pour les sanctions internes, mais ça doit être cadré juridiquement. Et ça doit être cadré. C'est trop flou aujourd'hui. Ben oui, c'est chacun qui fait sa sauce dans son coin. BFM fait à sa sauce, les Verts font à leur sauce, les Républicains font à leur sauce. Enfin voilà, chacun fait à sa sauce. Non, il doit y avoir une charte nationale de bonne conduite de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça veut dire une violence. Parce que là, on est sur un sujet où on a quelques noms qui ressortent, mais en vérité, c'est toutes les entreprises. On a un fait social qui émerge parce qu'il a été. Vous savez, moi, c'est dans des usines où j'allais et des ouvrières me racontaient comment elles étaient convoquées par le contremaître et comment ça se passait dans le bureau du contremaître, comment elles acceptaient ou comment elles acceptaient pas, mais comment il y avait une pression qui était mise sur des jeunes femmes qui rentraient dans l'usine. Probablement pas que le contremaître puisse revenir travailler quelques mois plus tard. Oui, mais pour l'instant, ce qui s'est passé en vérité bien souvent, c'est que le contremaître, il a continué à travailler pendant des décennies dans l'entreprise. C'est ça qui se passe. Donc aujourd'hui, quel est le chemin? Il faut poser un cadre national, une charte nationale où on sait comment ça doit se passer et où les femmes ont la garantie d'une protection et où les personnes mises en cause ont la garantie de pouvoir échanger aussi. Alors après l'extrait qu'on a diffusé d'Aurore Berger, il y a eu plusieurs minutes d'agitation dans l'hémicycle, vous y étiez, notamment Daniel Obono a été sanctionné pour un rappel à l'ordre, enfin bref. Vraiment, l'image était assez terrible. Et quand vous voyez ça, en fait, je pensais à une étude qui a été publiée hier dans Le Monde, une étude Ipsos menée sur 12 000 personnes pour la Fondation Jean Jaurès. Les Français très sévères sur la stratégie d'opposition de LFI. 53% des Français trouvent la forme d'opposition des Insoumis trop radicale. C'est 20 points de plus que le RN. 59% des Français estiment que LFI attise la violence. 57% des Français jugent LFI dangereuse. Et en fait, LFI est jugé plus sévèrement que le Rassemblement national. Quand vous voyez ça, vous dites pas alerte, attention, on est en train de crédibiliser ou d'aider le RN à se crédibiliser. Bon, des alertes, il se trouve que moi, pour ma part, ça fait quelque temps que j'en lance sur comment on doit mener la bagarre face au notamment dans un livre dont on va parler. Maintenant, je veux pas surjouer ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est pas comme si les Français ils avaient leur œil rivé. Là, on en cause depuis 11 minutes, mais au fond, la vie ordinaire des Français. Pas 11 minutes, mais on va passer la vie ordinaire des Français, elle n'est pas concernée par ça. Les questions, ce qui se pose, c'est est-ce que mon train, il va finir par être à l'heure un jour? Est-ce que je vais avoir de l'essence à mettre dans ma voiture? Est-ce que je vais pouvoir remplir mon assiette sans me restreindre? Puisque aujourd'hui, c'est un quart des Français qui n'ont pas de quoi mettre dans leur assiette. Donc, en revanche, il faut quand même dire que l'Assemblée nationale doit être un lieu où apparaît de la conflictualité, exprimée d'une manière ou d'une autre, mais apparaît de la conflictualité. Pourquoi? Mais pas des insultes. Non, bah non. Mais pourquoi de la conflictualité? Parce qu'on est une société qui est traversée par des conflits. Le rôle de la démocratie, c'est
d'institutionnaliser, de verbaliser, de mettre en scène le conflit pour qu'il se passe de manière non violente, de manière avec des mots et non pas avec des gestes, mais qu'il y ait des lieux de représentation, d'incarnation des conflits qui traversent la société. Et l'Assemblée est un lieu pour ça. Donc je voudrais pas qu'on, sous prétexte qu'il peut y avoir des excès, on se dise ah ben non mais il faut une chambre au consensus. Non, c'est pas ça. Il faut incarner une franche opposition à Macron et à son monde.